2019, sur la pelouse du Stade de France, un vieil homme descend lentement les marches, une coupe sous le bras. Costume noir, regard joyeux, presque ému. Ce soir-là, François Pinault savoure le tout premier trophée de son club, le Stade Rennais. Une Coupe de France remportée contre le PSG 20 ans après avoir racheté le club de sa région natale. Et dans l'euphorie générale, tout le monde se prend à rêver. On parle de déclic, de tournant, que le club semble enfin prêt à activer la marche en avant. Mais 5 ans plus tard, Rennes n'a rien gagné d'autre. Pire encore, les pépites formées au club brillent ailleurs. Et là, le paradoxe saute aux yeux, car sur le papier, Rennes a tout. Un propriétaire puissant avec plus de 20 milliards de fortune, un centre de formation de qualité qui fait partie des meilleurs en Europe et un public fidèle avec un stade souvent à guichet fermé. Alors pourquoi, avec autant d'argent, de talent et de stabilité, Rennes ne gagne-t-il jamais rien? Car derrière la vitrine d'un club bien géré, il y a peut-être une autre réalité. Celle qu'à Rennes, on ne bâtit pas une équipe pour gagner, on la bâtit pour vendre. Bon, pour comprendre ce mystère rennais, faut d'abord qu'on se penche sur l'homme qui tire les ficelles depuis 27 ans. François Pinault, 88 ans, 7ème fortune de France avec 24 milliards d'euros. C'est le big boss de Kering, l'empire du luxe derrière Gucci, Saint-Laurent ou Balenciaga, et surtout c'est un pur produit breton. Né au Changéro, un petit village à 40 km de Rennes, il s'est fait tout seul. Parti de rien, fils de paysan, il a quitté l'école à 16 ans pour bosser dans l'entreprise familiale spécialisée dans le bois, et de fil en aiguille, il s'intéresse au Stade Rennais. D'abord en 1973, quand c'est lui qui aide à faire venir Laurent Poucou, légende ivoirienne du club grâce à ses contacts en Afrique, puis en 93 il devient sponsor principal, et enfin en 98 quand le club frôle la descente, il décide de passer à la vitesse supérieure. Contre 15 millions, Rennes devient la nouvelle propriété de la famille Pinault. Bon, déjà c'est pas grand chose pour lui à l'époque, mais surtout ce qui compte, ce n'est pas le montant, c'est la motivation derrière. Car Pinault le dit lui-même, je veux rendre à la Bretagne ce qu'elle m'a donné. D'ailleurs, son fils François-Henri, qui gère le club aujourd'hui, a la même fibre que son père, ramasseur de balles quand il était gamin, ancien joueur du centre de formation, pour lui aussi, Rennes c'est dans le sang. Sauf que les deux ont une philosophie bien particulière. Ils veulent pas jouer les sugar daddy comme Nasser avec Paris, ils veulent pas claquer 400 millions sur Neymar ou Mbappé, et surtout ils ne veulent pas finir ruinés. Non, eux leur vision elle est différente, plus bretonne on va dire. D'abord ils veulent un club viable. Depuis 98 c'est assez simple si on regarde les chiffres. Rennes a dépensé environ 900 millions d'euros en transfert, mais il a récupéré plus d'1 milliard avec les ventes. Résultat, ça donne un bénéfice de 100 millions d'euros sur 27 ans, et si on compare ça au PSG qui a un déficit de plus de 2 milliards depuis l'arrivée du Qatar, c'est deux mondes différents. Ensuite, ils misent sur l'identité locale. Pas question pour eux de devenir un club en plastique sans âme. Rennes doit rester breton, familial, authentique. Les supporters doivent se reconnaître dans leur équipe, et ça, ça fonctionne. Aujourd'hui, le Horizon Park affiche complet presque tous les week-ends avec 27 000 spectateurs de moyenne et un taux de remplissage de 92%. Enfin, et c'est là qu'on arrive au cœur de leur projet, ils veulent investir dans la formation. L'idée, c'est de devenir la référence en matière de développement de jeunes talents, former des joueurs locaux, les faire grandir, puis les intégrer en équipe première. Bref, un modèle vertueux, durable, qui colle à l'ADN du club. Et c'est pour ça que dès les années 2000, François Pinault va sortir le chéquier. Plusieurs millions d'euros sont investis dans la création du centre de formation de la Piverdière, nouveaux terrains, nouvelles installations, recrutement des meilleurs formateurs. L'objectif est clair, concurrencer Lyon, qui était alors la référence absolue en France, et ça marche. En 2025, pour la 3e année consécutive, Rennes est élu meilleur centre de formation de France, devant le PSG, devant Monaco et devant l'Olympique Lyonnais. Sauf que lorsqu'on regarde les résultats sportifs, on se rend compte qu'il y a un petit problème. Parce que bon, c'est bien beau d'avoir le meilleur centre de formation, mais encore faut-il savoir quoi faire de toutes ces pépites. Et en observant la liste des cracks sortis de la Piverdière ces dernières années, c'est assez abusé. Eduardo Camavinga, vendu 31 millions au Real Madrid à 18 ans, le mec était déjà titulaire indiscutable et jouait déjà en équipe de France. Ousmane Dembélé, parti à Dortmund pour 35 millions avant d'exploser au Barça. Désiré Doué, transféré au PSG pour 50 millions l'été dernier. Et la liste est encore longue avec Matistel vendu au Bayern, Rütter à Hoffenheim, Hugo Choukou à Chelsea ou Bélocian au Bayern Leverkusen. Tous partis très jeunes, tous pour des sommes importantes. En gros, dès qu'un joueur commence à percer, à montrer son potentiel, il prend la porte, c'est systématique. Et on va pas se mentir, financièrement, c'est génial. Sur les 3 dernières saisons, Rennes a encaissé 100 millions d'euros de bénéfices,
c'est énorme et c'est surtout un cycle sans fin. Former, percer, vendre, recommencer. C'est un cercle vertueux, mais à chaque fois, les supporters voient leur chouchou partir ailleurs. Et à chaque fois, on se demande, et si Rennes les avait gardés? Parce que si on regarde, tous ces joueurs sont soit déjà des cracks en devenir. Camavinga, titulaire au Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions. Dembélé, champion du monde, vainqueur de la Ligue des Champions. Désiré Doué, champion de France, vainqueur de la Ligue des Champions. Tous ces mecs-là, ils auraient pu porter Rennes plus haut, mais au lieu de ça, ils sont devenus les piliers d'autres clubs. Et pendant ce temps-là, Rennes continue de stagner et sportivement, c'est assez frustrant. Car depuis le rachat des Pinots en 98, le club a passé plus de temps dans le ventre mou de Ligue 1 que sur les places européennes. En 27 ans, c'est un seul trophée remporté, cette fameuse Coupe de France en 2019. Et si on compare sur la même période, le PSG c'est 42 trophées, Lyon 17 et même Monaco 5. Mais le plus parlant, c'est surtout ces dernières années, car paradoxalement, c'est quand Rennes a commencé à avoir les moyens de ses ambitions qu'il a échoué. Prenons 2019 justement, cette victoire en Coupe de France c'est censé être le déclic, battre le PSG de Neymar et Mbappé au Stade de France en étant mené 2-0, tu peux pas rêver mieux, tu te dis que t'es peut-être enfin un club ambitieux, et effectivement l'année suivante Rennes réalise sa meilleure saison avec une 3e place historique. Alors bon ok, la saison a été arrêtée à cause du Covid, mais ça reste quand même une première qualification en Ligue des Champions, donc on se dit c'est bon, ils ont franchi un cap. Sauf que non. En LDC, Rennes se fait balayer dans une poule composée de Chelsea, Séville et Krasnodar en finissant bon dernier. Puis l'année suivante, le club revient sur terre avec une 6e place et enchaîne 2 saisons consécutives à la 4e place en 2022 et 2023. Ce qui, sur le papier, est plutôt bien, mais si on regarde de plus près, on se retrouve à chaque fois avec des éliminations en Coupe d'Europe assez lunaires. Par exemple, en 2022, Rennes finit premier de son groupe de Conference League avec pourtant Tottenham dedans. On se dit alors qu'ils ont un potentiel pour aller loin. Au final, le club se fait sortir dès les 8e contre Leicester et l'année suivante, on recommence. Cette fois, Rennes termine 2e de sa poule d'Europa League, mais après avoir dominé de long en large son match retour contre le Shakhtar, ils se font sortir au tir au but et c'est là qu'on commence à voir un pattern. Rennes, c'est le club qui fait presque tout bien, qui flirte avec les sommets, mais qui craque toujours au dernier moment. Car en 2024, après ses 4e places prometteuses, au lieu de renforcer l'équipe, on va la liquider. Doku est vendu à Manchester City contre 60 millions, Hugo Choukou part à Chelsea contre 27 millions, et Meyer s'en va à Wolfsburg contre 25 millions, sans oublier Badé à Séville qui deviendra médaillé d'argent au JO, ou Guirassy à Stuttgart qui finira parmi les meilleurs buteurs de Bundesliga. Résultat, Rennes fait certes 60 millions de bénéfices cet été-là, mais la saison qui suit, le club termine 10e. Et pour la première fois en 6 ans, le Stade Rennais ne sera pas en Coupe d'Europe. Mais le pire, c'est arrivé cette année. Après un mercato à 80 millions et une bonne dizaine de recrues, Rennes se retrouve plus près de la relégation que de l'Europe et vit une instabilité totale sur le banc avec 3 entraîneurs différents en 6 mois, entre Julien Stéphan, viré dès novembre après la claque 4-0 contre Auxerre, puis Jorge Sampaoli qui arrive comme un sauveur mais qui ne tient que 80 jours sur le banc, et enfin Habib Beye qui essaye de sauver les meubles. Entre temps, les dirigeants ont complètement paniqué en claquant presque 40 millions sur le mercato d'hiver pour Fofana et Samba, le tout avec des salaires à l'opposé de la philosophie habituelle. La preuve que quand ça va mal, même les Pinots peuvent faire n'importe quoi, et depuis 2 ans, on assiste peut-être aux limites de ce modèle. Car derrière cette façade de stabilité, il y a peut-être quelque chose qui est en train de craquer. D'abord avec l'arrivée de la 3e génération. En juin 2024, Louis-Roger Boudebien et Pierre Tronçon, petits-fils de François Pinault, ont intégré le conseil d'administration. Pour la première fois, la relève familiale prend place au sein de la direction, et ça, c'est pas anodin. Car ces jeunes dans la vingtaine, ils ont pas forcément la même vision que leurs aînés. Là où les Pinault ont bâti leur fortune dans d'autres secteurs que le foot, eux, ils ont baigné dedans. Que ce soit avec l'arrivée des Qataris ou les exploits de City, pour eux, toute cette prudence pourrait vite devenir ennuyante. Ensuite, avec une révolution totale en coulisses. Olivier Cloarec a été écarté de la présidence pour être remplacé par Arnaud Pouille, puis dans la foulée, Frédéric Massara est arrivé comme directeur sportif avant de repartir quelques mois plus tard, remplacé par Loïc Désiré. Cette instabilité à tous les niveaux, c'est exactement l'inverse de ce que voulaient les Pinots depuis 27 ans. Mais le plus inquiétant pour Rennes, c'est que la concurrence s'intensifie, et pas n'importe laquelle.
celle des autres milliardaires français. La famille Arnault, rivale historique de Pinault dans le luxe, a racheté le Paris FC avec l'ambition affichée d'en faire le deuxième club de la capitale, et avec 200 milliards de patrimoine, ils ont largement les moyens de leurs ambitions. Xavier Niel, lui, investit à Créteil et veut déjà professionnaliser le club, sans oublier les concurrents déjà en place et qui ont pris de l'avance, comme Monaco avec Rybolovlev qui a fini champion en 2017 et demi-finaliste de la Ligue des Champions, ou l'OM qui commence à enchaîner les podiums avec des recrutements intéressants. Et tous ces nouveaux acteurs ont un point commun, ils ne viennent pas pour stagner mais plutôt pour gagner. Ils arrivent pour créer du spectacle, de la ferveur et prendre des risques, et face à ça, une question se pose, est-ce que le modèle rennais peut encore tenir? Car d'un côté, en 27 ans, les Pinault ont stabilisé le club. Aucune descente, les finances sont saines, le centre de formation est devenu une référence mondiale, le club ne fait plus l'ascenseur entre Ligue 1 et Ligue 2 et joue régulièrement l'Europe, le tout en conservant un lien fort avec ses supporters et son identité bretonne, ce qui est déjà très bien dans un monde du foot de plus en plus déshumanisé. Mais d'un autre côté, il y a une grosse frustration, avec un seul trophée en 27 ans, des talents qui percent mais ailleurs, et surtout cette impression d'énorme potentiel sous-exploité. Mais c'est peut-être en train de changer, car cette saison a démontré que même les Pinault peuvent craquer sous la pression. Quand ton club est 16e et que tu risques la relégation, même la plus bretonne des philosophies peut voler en éclats. Reste à voir si c'est juste un accident, une réaction de panique ou le début d'une nouvelle ère, car au final Rennes est un éternel paradoxe. Un club qui a tout pour réussir mais qui se contente de survivre entre excellence et frustration, entre pérennité et stagnation. Alors avec une nouvelle génération aux commandes, une concurrence qui s'intensifie et des supporters qui voudraient un peu d'ambition, Rennes va-t-il enfin oser ou continuera-t-il à être le plus beau des seconds? Voilà, c'était un petit récap de l'un des clubs les plus frustrants de France. S'il y a des supporters rennais qui passent sur cette vidéo, qu'est-ce que vous pensez de cette gestion? Est-ce que vous voulez viser plus haut mais prendre plus de risques? Ou est-ce que cette vision plus pérenne vous convient? Dites-moi votre avis en commentaire. Et en attendant, si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, petit pouce bleu, petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez suivre l'actu foot, chaque lundi matin j'envoie un mail qui résume tout ce qu'il faut savoir de la semaine. Le lien est dans la description, c'est gratuit. Et sinon, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bisous.